Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse à l'avance si jamais il y a un problème au niveau de la qualité du son puisque comme je vous l'ai dit précédemment, je ne suis pas chez moi pour l'été, je suis chez ma mère et je trouve qu'ici il y a un petit peu d'écho en fond donc j'espère que ce sera pas désagréable pour vous. Vous allez sûrement entendre tout ce qui est bruit de la nature et les chiens également, mais j'espère que vous pourrez tout de même profiter de cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul puisque depuis le dernier, j'ai continué à acheter certaines sorties. Mais pour ce qui est des autres, je ne suis pas pressée, surtout que je pense faire une vidéo à propos de ça, mais je n'ai plus de bibliothèque. Donc, je n'ai plus de fonds. Je sais pas si ça fait bazar ou non, c'est que des trucs en rapport avec les livres que vous voyez sur les deux côtés. Mais en plus, pour les stocker, c'est trop compliqué. Par contre, je vais faire de mon salon un espace lecture. Je vous en ferai donc un bookshelf tour, surtout que je vous en avais parlé dans une vidéo précédente et que j'en avais pas fait au final parce que tous ces changements font que ce moment sera plus propice une fois que j'aurai aménagé ça comme je le peux plus que je ne le veux. Enfin bref, je vous montre de ce pas ce que j'ai pu me procurer. Alors comme d'habitude, je ne suis pas sûre que je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, surtout que je sais plus trop. Puis en plus forcément, vu que je suis chez ma mère, je n'ai pas tous mes livres. Donc ça se trouve, j'ai acheté d'autres choses et je m'en souviens plus. En tout cas, depuis que je suis ici, je me suis procuré cette nouveauté qui n'est autre que Curious Tides, écrit par Pascal Lascelles et publié chez Big Bang. Le premier tome se nomme De la lune et des marées et je trouve que cette édition est juste sublime. Regardez ça, incroyable. Donc c'est un Big Bang avec une jaquette. Vous avez un jaspage, par contre le jaspage, vous savez que moi je suis toujours tatillonne, je sais qu'on dit tatillon mais est-ce qu'on dit tatillonne? Bref, vous avez compris. Sur des petits détails où on s'en fout de base, mais bon, je vais le signaler quand même. Ce qui me stresse, c'est le style des mains par rapport au style qui a été choisi sur la couverture. Je trouve que ça aurait été plus joli, quelque chose de plus fin. Je sais que je l'ai déjà dit quelque part, mais j'ai aucun souvenir d'où. Donc voilà, je vous le redis ici. J'espère que c'était pas ici du coup. Et donc pour ce livre, il y a deux versions qui existent. J'ai trouvé que le principe était super sympa, c'est-à-dire que quand vous allez vous procurer votre format relié, vous allez avoir la petite surprise puisqu'ils sont sous blister. À moins que vous trichiez, puisque oui, c'est possible de tricher et de savoir à l'avance si jamais vous rendez en magasin la version que vous vous procurez. Mais si ce n'est pas le cas, comme moi, une fois que vous allez retirer votre blister, vous allez avoir la surprise sous votre jaquette. Quand vous l'ouvrez, vous avez ces magnifiques pages de garde. En plus, c'est dans les détails puisque dans la lune, il y a de la dorure. Et donc, j'ai eu la version classique qui ressemble à ceci. Pareil, on a de la dorure en bleu. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Le titre est également écrit en bleu sur le dos. Je crois que c'est pas le cas pour la version obscure. Je sais plus quelle couleur c'est. Et c'est comme ceci sur la quatrième de couverture. Donc personnellement je n'étais pas déçue parce que c'est la version que je préfère. Je trouve que ça manque un petit peu de détails sur la version obscure. Je vous mettrai la photo si jamais sur le côté. Mais je n'aurais pas été déçue avec la version obscure parce que j'ai cru comprendre que c'était plus rare de l'avoir. Donc voilà. Ah, j'ai oublié de préciser aussi pour ce qui est du son, je teste de filmer en portant mes AirPods. J'espère que ça va améliorer la qualité et pas le contraire. Sinon j'aurais filmé tout ça pour rien. Bref. Donc pour ce qui est du résumé, nous avons en citation: il y a des marées qui noient et des marées qui lient. Des marées dont les voix ne sont pas celles d'amis. Des marées au teint lunaire et aux yeux charbonneux. Et celles qui dansent sous d'autres cieux mystérieux. C'est très joli. Nous suivons une étudiante qui se prénomme Emory. Elle étudie à Aldrin, la prestigieuse université de magie lunaire. Mais elle ne possède que des aptitudes de guérison rudimentaires. Jusqu'à ce qu'une nuit, dans les grottes traîtresses de Dovermer, la mort emporte un groupe de ses camarades de classe, dont la seule survivante est son amie Romy. C'est à partir de cet instant qu'Emory devient dotée de pouvoirs étranges et impossibles qu'aucune guérisseuse ne devrait posséder. Des pouvoirs qui détruiraient sa vie s'il venait à être découvert. Elle n'a plus le choix. Elle doit se tourner vers Baz, le frère de Romy, un adolescent reclus et déjà familier
des magies les plus sombres. Et lorsqu'Emory attire l'attention d'une mystérieuse société secrète qui sévit au sein d'Aldrin, elle se retrouve entraînée par le magnétique Kehran dans leur monde de privilèges. Mais la vérité ne va-t-elle pas la mener à nouveau à Dovermer, face au destin auquel elle n'aurait jamais dû échapper? Voilà pour le résumé. Au début, je pensais pas forcément que ce serait un livre que j'allais me procurer. Je n'y pensais pas plus que ça, puisque quand je veux un livre, ça devient une obsession. Très souvent. Mais quand on a eu le visuel, je le trouvais très beau et j'ai donc pris le temps de lire le résumé. Et pour le coup, il me donne très envie. J'aime beaucoup cette idée de magie lunaire et ça a l'air plutôt mystérieux. Donc je suis plutôt intriguée et je sais pas si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble l'intérieur parce que dans cette version, je trouve, bon, comme très souvent chez le groupe Brajlon, que c'est vraiment très travaillé, que c'est qualitatif. On a même des écritures argentées au niveau de l'impression. Donc vraiment ça a l'air très sympa. Et je me souviens de ces détails. Ce n'est pas écrit en noir, c'est écrit en bleu marine dans le livre. Je sais pas si vous allez le voir, là je vous montre des pages qui se situent au début pour pas trop vous spoiler, c'est la page 24. Mais j'ai trouvé que c'était super. Ah oui, il y a une carte. Voici la carte de l'université, je présume. Enfin, vraiment très intriguée. C'est une lecture qui me donne très envie. Bon, je vais pas le commencer parce que j'ai plein de trucs en cours. Je ne peux pas vous garantir quand est-ce que je le lirai. Mais voilà, c'est une lecture que je pense apprécier. Ensuite, j'ai pris un risque avec cet achat puisque je n'ai pas lu le tome 1 mais j'ai acheté le tome 2. Bon, c'est pas le seul dans cette vidéo. J'ai pris Serment Héroïne qui est le tome 2 de la série Les légendes de Tezmar. Pourquoi ? Parce que j'ai vu des américaines en parler et j'ai vu des gens, je sais plus par contre si c'était des américaines spécifiquement, mais j'ai vu des gens en parler comme étant un livre qui fait penser à The Witcher. Sachant que là notre protagoniste est une femme, j'ai donc très envie de tester. Ouah, j'ai failli lire le résumé du tome 2. Si jamais vous suivez mes vidéos, vous savez, ce n'est pas une ME chez qui je me tourne très souvent par rapport à cette histoire qui a été faite avec Broken Bones, la traduction, j'ai pas compris l'intention derrière, mais je vous ai déjà dit que du coup je n'étais pas très à l'aise à l'idée d'acheter certains de leurs titres. Le fait est qu'ils en publient énormément et que ça fait partie d'une des rares séries que j'ai achetées depuis ce souci. Petit rappel, ils ont employé le mot bamboula dans Broken Bones qui a des connotations clairement racistes alors que ça n'avait aucun rapport avec la version originale ni avec la situation d'ailleurs. Donc c'est le genre de choses qui me met mal à l'aise du choix de publier un titre qui a fait un énorme bad buzz chez les anglophones par rapport aux thématiques, à la façon dont les choses étaient tournées. Et le livre en question c'est... Ah, je sais plus comment il s'appelle. J'ai pas envie de vous mettre l'image, de toute façon je vais pas en faire la pub. Bref, je crois que c'était leur première sortie ou alors l'une de leurs premières sorties. Moi je peux pas, les livres comme ça je ne peux pas. Donc ça plus le fait que quand ils font la promotion d'un livre, les deux personnages, l'un des personnages principaux est un personnage de couleur, mais dans la communication par rapport à la bande-annonce, ils ont mis un personnage blanc. On est quand même dans les années 2020 mes cocos, donc voilà quoi. C'est pour ça que j'achète rarement chez eux, malgré le fait que parfois je vais me dire certaines lectures ont l'air sympas, voilà, j'ai pas trop envie. Mais pour le coup, pour cette série, j'avais vraiment envie de la lire et pas en anglais. Je préférais vous rappeler tout ça pour vous préciser que ça ne change rien au fait que je sois toujours aussi frileuse avec Corrigan. Avec cette série, pour le moment, nous avons 2 tomes qui sont disponibles en français. Le premier ne l'est plus dans cette version collector, donc c'est plus qu'en version brochée. Et j'ai donc déjà pris le 2 pour cette raison, parce que le 1 n'est plus disponible et qu'ils ne font pas de réimpression. Et pour le coup, j'aime beaucoup l'aspect de ces collectors, donc voilà. Le premier tome, c'est Le sang et l'acier, qui est aussi nommé L'acier et le sang. C'est aussi l'une des raisons qui font que je suis frileuse, c'est que je trouve qu'ils sont pas très attentifs en fait quand ils font certaines choses, bah rien que cette histoire de traduction, mais en plus L'acier et le sang ici, je vais vous le montrer dans le bon sens, et Le sang et l'acier. Quel est le bon titre au final? Il me semble que c'est Le sang et l'acier, mais enfin je sais pas. Mais bon, cet aparté a été assez long, je vais vous faire un résumé du premier tome de cette série. Un monde plongé dans le chaos, une guerrière légendaire
un amour impossible. Nous suivons le personnage d'Althea qui a un rêve. Devenir l'une des guerrières légendaires du royaume de Tezmar. Et il ne lui reste plus que peu de temps pour y parvenir, étant donné qu'un oracle lui a prédit qu'elle mourrait à 27 ans. Déterminée, la jeune femme réussit à se faire engager par la guilde d'élite chargée de la protection du royaume. Son entraînement est rude, d'autant que son instructeur, qu'elle trouve insupportable mais également séduisant, Wilder of Thorn, c'est compliqué hein, excusez-moi si je prononce mal certains noms comme d'habitude, ne voulait pas de femme dans son unité. Et alors que le monde lutte contre les assauts d'un ennemi maléfique, Althea redouble d'efforts pour maîtriser parfaitement le maniement des armes. Et peu à peu, elle découvre qu'elle possède d'immenses pouvoirs. Peut-être ne deviendra-t-elle pas seulement une guerrière, mais celle qui empêchera le royaume de sombrer dans les ténèbres. Pareil, bon en vrai, ce que je vais vous présenter, ça ressemble à ce qu'on connaît déjà dans le genre. Il n'y a rien de hyper innovant, à moins que une fois qu'on se retrouve dans la lecture, ce soit le cas. Là, c'est typiquement le genre d'histoire qui me plaise, mais c'est vrai que si je me fie seulement au résumé, rien qui sorte complètement de l'ordinaire. Mais j'ai vu énormément d'avis positifs sur ce livre, c'est ce qui m'a fait le prendre, hein, parce que j'avoue que sinon je fais pas trop attention à leur sortie, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc sous la jaquette, il ressemble à ceci. Les pages de garde sont assez simples, on a un très beau jaspage et la jaquette a un joli verso. Pour le tome 2, je me demande ce que ça donne parce que franchement, quand je les vois à côté, bon, à part si on regarde la couverture, si on ne regarde que le jaspage, je trouve qu'ils n'ont rien à voir. Il est comme ceci. Même simplicité pour les pages de garde. En dessous, cette fois-ci, il est prune, lit de vin. Et je trouve que le verso, le style n'a rien à voir également avec celui du tome 1. Donc à voir. Quelqu'un m'a dit avoir été plutôt déçu de ce tome 2 alors que le tome 1 avait été génial. Donc je vais lire les deux avant de continuer cette série. On verra, je vous en dirai des nouvelles. Si jamais vous l'avez lu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai bien envie de le lire, de faire une exception. Vous savez, d'habitude, je vous dis que j'essaye de terminer certains trucs avant d'en commencer d'autres. Mais maintenant, je trouve ça mieux d'un petit peu alterner une suite, un début de série ou un one-shot pour éviter de se lasser. J'ai pris le premier tome de la série Witchwalker qui s'appelle Le Faucheur de sorcières, écrit par Carissa ou Charissa Wicks et publié chez les éditions Bookmark. Regardez la beauté de l'édition reliée. Je crois que la version brochée a aussi une jolie couverture, hein, franchement. Et le jaspage, je suis juste trop fan. Au-dessus, on a le protagoniste masculin, en dessous, la protagoniste féminine. Et franchement très contente du rendu. Et je vous avais dit que parmi les derniers Lost Kingdom, si je ne compte pas tout ce qui a été écrit par Moshan Tungshu, c'est celui qui me donne le plus envie par rapport au résumé. Et regardez quand on ouvre les pages de garde, magnifique la carte, je suis trop fan. On a des illustrations à l'intérieur comme d'habitude. Je vais vous en montrer qu'une qui est la première en plus, comme ça je ne vous spoile pas et je la trouve incroyable en plus. La voici. Regardez juste la beauté, ça me donne énormément envie de le lire. Forcément, vu que je vous en ai parlé récemment, je vous ai déjà fait un résumé. Notre histoire commence par rapport à une collecte. À chaque lune d'automne, le faucheur de sorcières se rend dans la vallée où vit notre protagoniste Reyna. Et il emporte l'une d'entre elles afin qu'elle rejoigne l'immortel roi de Givre. Sauf que Reyna n'a pas peur de lui. Ça fait 24 ans qu'elle vit dans ce village et jusqu'ici, il l'a toujours ignorée. Et c'est maintenant qu'il va regretter cette erreur. Puisque Reyna ne rêve que d'une chose, se venger du roi et du faucheur qui vont emporter sa sœur. Et ce qui va se passer, c'est que ce jour-là, le jour de la collecte, elle est déterminée à réaliser sa mission sanglante. Sauf qu'elle ne se doute pas qu'une menace plus inquiétante va embraser son univers. Et le faucheur, Alexus, l'homme qu'elle a juré de tuer, devient le seul capable de sauver sa sœur.
Reina va donc être contrainte d'abandonner sa vengeance le temps d'aider le faucheur à sauver sa sœur ainsi que le roi, sous peine de laisser sa sœur ainsi que l'Empire tomber aux mains de l'ennemi. Mais quand la limite entre le bien et le mal se brouille, Reina a plus à perdre qu'elle ne l'imagine. Donc voilà, j'ai bien envie de tester, j'ai vu des bons avis. En plus, j'adore la lecture avec les reliés Lost Kingdom, je trouve que la prise en main est toujours agréable. C'est un détail, mais voilà, je l'ai pris avec moi parce que je me suis dit pourquoi pas. J'ai oublié de vous parler de tout ce qui est tranche d'âge, de trigger warning. Bon, les trigger warning, étant donné que je ne les ai pas lus, je ne les connais pas, mais dites-vous qu'il n'y a que Curious Ties qui est un livre young adulte. Ensuite, pour changer un petit peu, on repasse chez Brajlon et j'ai pris Un destin ancré dans le sang, écrit par Daniel L. Jensen, que vous connaissez je pense maintenant, et qui est une nouvelle série. Je ne sais pas s'il y a de la magie, on verra quand on parlera du résumé, il me semble que oui cette fois-ci, et c'est inspiré de la mythologie nordique, donc super intriguée par cette lecture. J'aime beaucoup le jaspage, il est comme ceci. Bon, au-dessus et en dessous c'est plutôt simple, mais sous le livre, là vous avez la magnifique illustration des pages de garde, et je trouve que le livre est super beau sans la jaquette. Voici à quoi il ressemble. J'ai très envie de le lire là, incessamment sous peu, malgré le fait que ça me fasse commencer une nouvelle série qui en plus n'a pas encore de suite. Nous suivons le personnage de Freya qui ne rêve que d'être guerrière. Elle est née au cœur des fjords du Skaland. À mon avis, au niveau de la prononciation, c'est une catastrophe. Et elle est mariée à un homme rustre qu'elle n'aime pas. Tout change le jour où son mari la trahit et la livre à un jarl. Ce dernier la contraint à disputer un combat à mort avec son fils Bjorn. Pour survivre, Freya n'a d'autre choix que de lui révéler son plus grand secret en lui offrant une goutte de son sang. Et c'est là que ça se complique de plus en plus pour les mots. Une déesse l'a dotée de pouvoirs qui font d'elle une Skaldmo, guerrière capable de repousser n'importe quelle attaque. Or, une prophétie ancienne avait annoncé qu'une Skaldmo, je sais déjà plus ce que j'ai dit juste avant, unirait les peuples du Skaland sous le règne de celui qui contrôlerait sa destinée. Afin de devenir roi, le Jarl force Freya à lui prêter serment et ordonne à Bjorn de la protéger contre leurs ennemis. Pour faire ses preuves, Freya doit apprendre à se battre et à maîtriser ses pouvoirs, tout en surmontant les terribles épreuves auxquelles les dieux la soumettent. Cependant, de tous les défis qu'elle affronte, le plus difficile est peut-être l'attirance irrésistible qu'elle éprouve pour Bjorn. Si elle succombe à son désir interdit pour le beau et valeureux guerrier, elle risque non seulement sa destinée, mais aussi celle de tous ceux qu'elle s'est juré de protéger. Celui-ci, il me donne énormément envie. Franchement, il a l'air génial. C'est peut-être un titre que je vais lire très prochainement, mais bon, ça dépendra de ce que je me suis déjà organisé dans ma tête, surtout pour vous filmer des vidéos. On verra, mais il me donne très envie. Ensuite, un autre tome 2 avec lequel j'ai pris le risque puisque je n'ai pas encore lu le tome 1, mais ça va bientôt arriver. Iron Flame de Rebecca Yarros, publié chez Hugo Roman. Du coup, vous connaissez déjà à peu près l'histoire de Force Wing. Je ne vais pas vous faire de résumé, surtout que je ne l'ai pas pris là sous les yeux. J'ai failli regarder le tome 2, le résumé, mais bon bref, je vais vous montrer à quoi ressemble le livre. Alors, sous la jaquette, il est comme ceci. Il a des dorures et il est tout noir. On a un magnifique verso, franchement l'illustratrice qu'ils ont choisie, elle est juste incroyable. Et pareil, les pages de garde sont sublimes. Comme ceci. Et à nouveau, un jaspage. Pour vous faire un petit rappel, avec Force Wing, je ne sais plus, c'est quoi le nom de la série? C'est Force Wing, non? Bref, avec Force Wing, on est sur une académie de dragonniers et nous suivons le personnage de Violette qui à la base a des soucis de santé qui font qu'elle était destinée à devenir plutôt une sorte de scribe, sauf qu'elle va se retrouver à être formée pour devenir une cavalière. Sachant qu'elle a une mère qui, il me semble de souvenir, est assez, même plutôt très stricte et a un poste important au sein de l'académie et une certaine renommée. Et en parallèle, il me semble qu'on a le personnage masculin, je me souviens plus de son nom.
de toute façon j'ai pas lu donc je sais plus comment ils s'appellent, mais ils sont plutôt ennemis et il me semble que c'est même une question de famille et il y a certaines choses qui vont se passer, voilà, puisqu'il me semble qu'il y a tout un conflit, que c'est militaire. Là c'est vraiment de tête, hein, je vous l'ai dit, je n'ai pas lu. Donc plus le temps passe, plus je ne sais pas ce que je vais penser de Fourth Wing. Je sais que certains d'entre vous l'ont lu et m'ont fait un retour. Je pars du même principe. Pour moi, ça peut être une lecture que je vais trouver sympa, mais je m'attends pas à ce que ce soit un énorme coup de cœur comme pour pas mal d'anglophones. Voilà, par rapport au style, tout ça. Je ne suis sûre de rien, donc très très intriguée et on verra ce que ça donne. En tout cas, j'ai déjà pris le tome 2 puisque j'avais le tome 1 en version collector et que ça s'est retrouvé en rupture de stock peu de temps après. Je n'ai donc pas pris le risque, voilà. Et on revient avec le dernier bookmark de cette vidéo. J'ai pris Ivy Wild, qui est le nom de la série, Ivy Wild, puisqu'ici c'est l'intégrale, écrit par Hélène Harper, et donc publié chez les éditions Bookmark. Et voici à quoi ressemble cette version collector qui est juste un énorme pavé. J'aime trop le jaspage, c'est un peu mystique dans le genre. Et Ivy Wild, je ne m'étais jamais procuré la série parce que c'est d'Urban Fantasy. Hein. Vous me connaissez, je suis très très fan d'Urban Fantasy. Et en fait, j'étais pas hyper fan des couvertures. Alors, pour l'Urban Fantasy, c'est un peu différent parce que je pars du principe que souvent, quand elles sont assez... comment dire Bon, plus elles sont un peu spéciales, mieux c'est. Voilà, je vais dire ça comme ça. Mais je sentais qu'il se pourrait qu'on ait un jour à collector. Et donc quand j'ai vu que pour le pop-up de cette année, ils avaient prévu cette sortie, je me suis dit je le veux, mais je pouvais pas aller au pop-up, sauf qu'il y a une vente suite à ça sur la boutique en ligne et j'ai pu le commander. Je suis tellement heureuse. Ça regroupe donc le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 3.5. Et à l'intérieur, tada! Alors, pourquoi je voulais lire cette série? Jusqu'ici, je vais découvrir le résumé avec vous. Je ne m'étais pas totalement renseignée sur ce dont parlait Ivy Wild. Je me disais que ça se pourrait que ça me plaise beaucoup par rapport à mes lectures habituelles en comparaison. Et en fait, la particularité de notre Ivy Wild, c'est que c'est une flemmarde. Et je trouve ça hyper réaliste. Franchement... Je pense que si je devais être une héroïne dans ce type d'histoire, je serais comme Ivy Wild. Il faut que je teste, il faut que je lise les livres, mais d'après ce que j'ai entendu dire, elle a vraiment tout le temps la flemme de s'y mettre, quoi. Quand il y a un problème, voilà quoi, elle est pas hyper motivée. Alors forcément, comme d'habitude, on a des illustrations, je vais vous en montrer une. Voici. Et donc on passe au résumé. Quand magie rime avec fainéantise et que le mystère d'une enquête se mêle à un humour détonnant, c'est que Miss Wild n'est pas loin. Là je vais vous le lire. Bon, soyons clairs, Ivy Wild n'est pas une héroïne. Ça contredit ce que j'ai dit, mais c'est le même principe quoi. Moi aussi je pense pas que je serais la protagoniste qui a vraiment envie de se mettre au boulot quoi. C'est même la dernière personne que vous contacteriez si vous aviez besoin d'une aide magique malgré ses talents. Si ça ne tenait qu'à elle, Ivy passerait ses journées affalée dans le canapé, devant la télé, paquet de chips en main, à papoter avec son familier félin jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais quand elle se retrouve victime d'une erreur d'identité, elle est embarquée malgré elle à la branche arcane, le département d'investigation de l'ordre hermétique du crépuscule d'or. Les problèmes se multiplient quand un objet de valeur est volé au nez et à la barbe des représentants de l'ordre, et le fait d'être lié magiquement à l'Adeptus Exemptus Raphaël Winter ne fait qu'empirer la situation. Il a peut-être un regard couleur saphir et le corps d'un mannequin maillot de bain, mais pour Ivy, il représente tout ce qu'il y a de soporifique dans le boulot de sorcier. Et s'il l'oblige à retourner à la salle de sport, juré, elle le transforme en crapaud. Ça a l'air génial, totalement mon délire, totalement le genre de truc qui me fait rire. Franchement, la façon dont elle est vendue, c'est tout à fait comme ça que je me représenterais si je devais le vivre quoi. Ce serait marrant d'ailleurs de faire une vidéo de comment on se placerait dans tel ou tel univers ou à quel tempérament on s'identifierait le plus, et franchement le truc d'être affalé dans son canapé, parler avec son chat, franchement ça me parle. Ensuite on va enchaîner avec les deux derniers livres qui sont des Brajlon. Je vous le montre rapidement parce que je ne sais plus si je vous l'ai déjà montré, il me semble que non, mais je sais que je vous ai dit que je l'avais. J'ai un énorme doute en fait. J'ai pris à la sortie L'Héritier Insoumis qui est le 3e tome
du Pont des Tempêtes, écrit par Daniel Jensen. Et en fait, dans ce livre, nous changeons de protagoniste, puisque c'est une série qui fonctionne un petit peu par système de duologie. On suit un couple par 2 tomes. Et donc là, on passe aux nouveaux personnages. Enfin, vraiment des personnages qui me donnaient énormément envie, dont on a pu voir quelques apparitions précédemment. Et j'avais juste hâte de découvrir leur histoire, puisque d'un point de vue, déjà, l'histoire en elle-même me bottait plus, mais surtout leur caractère, leur façon d'être m'intrigue, me donne envie de les découvrir. Et voici comment se présente l'édition. Nous avons un très beau jaspage. Franchement, quand il y a le visuel, j'y croyais pas trop, mais quand on le voit en vrai, il est plutôt très joli. Ensuite, quand vous enlevez, déjà quand vous ouvrez, les pages de garde se présentent comme ceci, trop belle, comme d'hab. Et sous la jaquette, il se présente comme ceci. Voilà, c'est le plus épais des 3, donc je suis encore plus contente. On retrouve encore une fois la carte de l'univers sur le verso de la jaquette, comme d'habitude. Et donc, je vous le dis, passez si jamais, cette fois-ci, je considère pas que ce soit vraiment un spoil, mais je vais vous dire le nom des protagonistes que nous suivons. Sachez que nous suivons Zara, qui m'a beaucoup plu. Franchement, elle avait l'air très bien. Et il me semble que c'est Kéris, le nom du frère de Lara. Le prince. C'est le prince Kéris. Attendez, je vais regarder. Oui, c'est ça. Et nous suivons Kéris en parallèle. Et Kéris, j'aime beaucoup le fait que ce soit plus un intellectuel. Et même ce qui se tramait entre eux, puisqu'on se doutait qu'il se passait quelque chose quand on a vu leur apparition, était plutôt intriguant. Et de ce que j'ai vu des retours jusqu'ici, c'est un livre qui a été extrêmement apprécié, comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais cette fois-ci, les gens l'ont peut-être moins aimé, parce qu'étant donné que forcément, c'est des livres qui se passent un petit peu en parallèle et qu'on change totalement de point de vue, eh bien on retourne en arrière dans l'histoire, et donc il n'y a plus l'effet de surprise de tel ou tel événement, puisqu'on connaît l'issue. Personnellement, je m'en fiche. Voilà, c'est vraiment pas un point qui me dérange. Si vous me suivez, je l'ai déjà dit, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis du genre à parfois lire les spin-offs avant la série principale, ce qui s'est passé avec Dance of Thieves. Donc l'attrait de la découverte, de la surprise, oui, j'aime ça, mais ça me dérange pas si ça m'est retiré, puisque parfois j'ai tendance à me spoiler toute seule. Ce qui fait que même, limite, ça me donne encore plus envie de voir ce qui s'y passe, surtout que vu la situation de nos 2 personnages, je vous en dis pas trop parce que je reste un petit peu dans le mystère vu que c'est un tome 3, même si c'est un premier tome quelque part entre guillemets. Voilà quoi, vu leur situation, lui le prince d'une nation qui est en grand froid, limite ennemi de la nation dont elle est guerrière, d'ailleurs elle est issue de la famille qui gouverne, elle est également l'héritière. Voilà, il y a certains griefs qui devraient exister entre ces 2 personnages qui m'intriguent énormément. Et j'ai super hâte de le lire, je voulais me retenir parce que je me disais oui mais c'est mieux si le 4 sort comme ça, je peux enchaîner leur duologie. Mais c'est l'été, il me donne très envie. Franchement, je pense que je ne vais pas réussir à tenir encore très longtemps. Donc il se peut que je le lise prochainement. Et on termine cette vidéo avec une édition qui est d'une grande beauté. The Foxglove King, écrit par Anna Wesson et également publié chez Brajlon. Je voulais tellement cette édition. Bon, je vous l'avais dit, je l'avais vu passer chez Fairyloot dans la box adulte. Et il me donnait énormément envie. Puis j'ai appris qu'on l'aurait de toute façon en français. Et encore mieux avec une très belle édition digne des box anglaises. Donc j'ai préféré prendre l'AVF. On a ce très beau jaspage. Mais en plus, et ça a un lien avec l'histoire, c'est ce que j'aime avec cette émeuse, c'est que je trouve que vraiment ils vont dans les détails. Regardez les pages de garde. Oh, c'est magnifique. C'est en fait holographique pour rappeler les vitraux. Je trouve ça tellement beau, incroyable. Et en fait, pourquoi les vitraux? Eh bien parce que notre histoire, notre univers est inspiré d'un Versailles gothique. Alors bon, je vous en ai fait un résumé récemment, mais on va en refaire un. Nous suivons le personnage de Laure qui, lorsqu'elle avait 13 ans, a réussi à échapper aux griffes d'un culte secret dans les catacombes de Delair. Et ça fait maintenant 10 ans qu'elle suit une unique règle, ne pas se laisser reprendre. Devenue trafiquante de poison pour le cartel qui l'a recueillie, elle s'efforce de rester dans l'ombre.
et de garder le secret sur son affinité illicite avec la Mortem, la magie de la mort qui la lie à la cité. Mais lorsqu'une transaction se passe mal, Laure est capturée par une fraction de prêtres guerriers habilités à utiliser la Mortem pour le compte du roi sanctifié. Laure pense donc être promise au bûcher. Or, le roi semble avoir d'autres intentions. Des villages entiers sont en train de disparaître aux confins du royaume, sans explication rationnelle. Et Laure est confrontée à un choix. User de sa magie pour démasquer les responsables à la cour, ou être exécutée. Mais dans cet étincelant monde de lumière et de faux semblants, Laure doit se trouver des alliés. Entre Gabriel, le duc devenu prêtre chargé de la guider, et Bastian, le sulfureux et controversé prince héritier, elle se perd dans un dangereux labyrinthe d'intrigues politiques, religieuses et amoureuses, alors que les secrets des profondeurs des catacombes menacent de la rattraper. Voilà, je vous l'ai déjà dit, c'est un livre que je voulais énormément, que j'avais prévu de me procurer. Je suis donc très heureuse de pouvoir le lire. Et je vous préviens pour ceux qui n'aiment pas ça, il est question d'un triangle amoureux, puisqu'on parle de Bastian et de Gabriel. Là, avec le résumé, j'ai même pas lu, hein. Ça se trouve, je dis ça, mais ce sera pas le cas. Je penche plus pour Gabriel. À voir, on en reparlera après la lecture. Si jamais certains l'ont lu, ou même l'un des titres précédents, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut!